Archi. Bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Daniel Franquignoul. Nous allons parler de Woluwe-Saint-Lambert. Bonjour Daniel. Bonjour. Ça va bien? Mais très bien. Bon, je ferme la porte et on démarre. Hein. Ok. Donc Daniel, tu es échevin de l'urbanisme à Woluwe-Saint-Lambert. Oui. Aujourd'hui, on va parler de, je vais dire, l'industrialisation d'une commune, d'une ville, ou plutôt comment elle est passée de l'ère paysan à l'ère moderne. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, on peut tout à fait dire ça comme ça. C'est un exemple Woluwe, on pourrait prendre n'importe quelle commune, je pense que ce sera la même chose. Ça a été assez rapide. Hein. Pour Woluwe, avant 1900, il y avait combien de... Oui, sauf qu'effectivement, je crois que pour Woluwe, c'était très rapide. Oui. Puisque si on prend des chiffres à la grosse louche, 1850, il y a 1200 habitants. Oui, oui. 50 ans plus tard, 1900, il y en a 3500. Oui. Et puis dès le milieu du siècle passé, vers 1900, juste après la guerre, on se retrouve avec plus de 50 000 habitants. C'est ça. Alors d'abord, c'est des paysans qui sont installés dans la commune, donc il n'y a pas toutes ces maisons que l'on peut voir, rien du tout. On a juste des paysans, principalement flamands. On a effectivement un vieux fonds de Woluwe-Saint-Lambert qui sont effectivement des habitants néerlandophones, oui. Lesquels habitants s'occupent grosso modo d'agriculture. On a pas mal de maraîchers aussi. Il faut savoir que l'une des spécialités de Woluwe-Saint-Lambert était de fournir des légumes au centre-ville à l'époque. Et les francophones en fait débarquent dès la fin du 19e, début 20e, et ils commencent en pratique à débarquer avec les briqueteries. C'est ça. Alors pourquoi? Woluwe-Saint-Lambert, on a ce côté tout à fait agricole. On a les premières urbanisations qui sont organisées sous la houlette de Léopold II. Oui. Et en fait, on va trouver les deux choses dont on a besoin, à savoir des terrains défrichés à hauteur de l'actuel boulevard Monticloc, qu'on a défriché vers 1835 à peu près. Donc on a de la place. Et puis qu'est-ce qui manque? Il manque de l'argile et de quoi faire des briques. Et on trouvera l'argile à Woluwe-Saint-Lambert. Donc les briqueteries vont s'implanter sur le territoire même de la commune pour construire les maisons. C'est assez original. Et ça va prendre une extension absolument fabuleuse. Oui. Parce que jusqu'à là, et même passé l'entre-deux-guerres, puisque les briqueteries vont finir par disparaître seulement au lendemain de la dernière guerre mondiale. Mais ça va donner un effort extraordinaire entre, grosso modo, 1900 et 1920. Au niveau du boulevard Monticloc, là, on n'a pas d'agriculture ni de paysans, on a un bois. D'accord. Et on a le bois qui s'étend d'ailleurs sur un morceau d'Etterbeek, Saint-Pierre, Scarbeek, Saint-Lambert, etc. Donc ça, c'est un grand bois. Oui. D'ailleurs, son nom, on le retrouve partout, puisque son symbole est le tilleul, c'est le bois de Lindtut. Ah oui. Et le linden, le tilleul, est un mot qu'on retrouve partout dans la topologie de Woluwe-Saint-Lambert. Oui. Et en fait, les fermes sont de ce côté-ci de Woluwe, à savoir du côté du hameau de Rodebeek, par exemple. C'est ça. C'est là qu'on retrouve la plupart des fermes. Alors, on a abandonné la voiture pour être devant le moulin. Alors, raconte un peu l'histoire de ce moulin. Alors, le moulin, c'est le moulin de Lindekemal, on en parlait tout à l'heure. C'est donc de nouveau la présence du tilleul, oui. qui est l'arbre symbole de Woluwe-Saint-Lambert. Alors, le moulin, comme la quasi-totalité des bâtiments anciens, très anciens de Woluwe-Saint-Lambert, remonte aux environs du XIIe siècle. C'est ça. Il fait partie, je dirais, de la trilogie standard qui est le château, le moulin, l'église. Donc on est ici au moulin et l'église s'installe de l'autre côté du boulevard de la Wolu. Oui, à peu près à la même. En fait, l'église s'installe à peu près à la même époque, 12e siècle aussi, oui. Avec, je dirais, le noyau d'origine réelle de la commune. C'est ça. Puisque c'est là que se trouve l'église, oui. Et juste en face de l'église, un petit château qui à l'époque était, je dirais, le centre du pouvoir administratif de l'époque. Donc on a l'église et le pouvoir administratif face à face de l'autre côté. C'est ça. Ici en face, on va se retrouver avec l'installation du moulin banal, d'un château supplémentaire et d'une chapelle un peu plus loin. C'est ça. Mais qui ne font pas partie du noyau fondamental villageois.
Non, effectivement. Donc le village est séparé, mais c'est de ce côté-ci qu'on a également toute l'agriculture de Woluwe à l'époque également. Alors c'est en descendant effectivement la vallée de la Wolu qu'on tombe sur quelques-unes des fermes les plus anciennes de Woluwe, symbole même de l'agriculture locale. C'est ça. Alors, il y a également une petite histoire anecdotique, on a parlé de l'église ici, mais juste un peu plus haut, il y a un autre village qui s'installe un peu plus tard alors. Mais c'est même pas plus tard, à peu près à la même époque, s'installe ce qu'on appellera longtemps le hameau de Rodebeke, lequel hameau se distingue, je dirais, du cœur même de Woluwe-Saint-Lambert à l'église, par le fait que c'est un hameau constitué de fermes. Et là, on n'a pas effectivement d'installation de pouvoir, ni ecclésiastique, ni civil. D'accord. Alors Daniel, on a quitté le village pour monter vers le hameau. Oui. Donc ça, on pourrait dire que c'est une deuxième entité qui s'est créée alors à Woluwe-Saint-Lambert à l'époque. Oui, tout à fait. Si on reprend le 19e, en fait, on se retrouve avec 5 grosses fermes ici. Oui. Et puis, au-delà des fermes, un élément déterminant qui va concrétiser ce hameau de Rodebeke, c'est l'arrivée d'ouvriers pour travailler aux fameuses briqueteries dont on a parlé tout à l'heure, qui vont effectivement construire des petites maisons dans cette partie-ci de Woluwe-Saint-Lambert. C'est ça. Donc avant, il y avait les 5 grosses fermes. Tout à fait. Et puis alors, dans ce que je vais appeler l'industrialisation, donc c'est les briqueteries qui se sont installées à Woluwe-Saint-Lambert. Il fallait bien évidemment loger toutes ces personnes. Les briques qui ont servi à construire les maisons des ouvriers, venus principalement de Wallonie. Venus principalement de Flandre orientale et de la région de Charleroi. Et on est vers quelle époque alors à ce moment-là? Alors là, on se trouve entre 1900 et 1914, je dirais à la veille de la Première Guerre. À la veille de la Première Guerre mondiale. Donc on passe déjà là de l'époque agricole vers l'industrialisation de la commune alors. Et alors donc, on a ces ouvriers qui viennent s'installer ici. Et alors tu as 2 anecdotes par rapport à ça. Oui, d'une part au niveau de la vie sociale, à peine sont-ils installés que se mettent à fleurir les cafés, puisqu'on trouvera dans cette section de la chaussée de Rodebeke une vingtaine de cafés vers 1910. Tout ça pour pomper le fric des ouvriers. Tout ça effectivement pour être sûr qu'ils ne laissent rien tomber. Mais alors, pour aller se pardonner le dimanche, ils n'allaient pas descendre jusqu'à l'église en bas. Tout à fait. On s'est dit on va créer une église. On va donc créer une nouvelle paroisse. Alors, la nouvelle paroisse est la paroisse de la Sainte Famille, pour laquelle il faudra bien sûr le temps de construire l'église. Cette église sera terminée vers 1938. C'est celle qui est là, c'est celle qui est là en haut. Qui était là derrière nous. Mais par contre, la paroisse est créée en 1930. Alors on a là 8 ans où il faut trouver une solution. On construit donc une église provisoire. Qui a une structure en matière d'urbanisme ressemblant grosso modo à un hangar d'une certaine qualité. C'est ça. Mais qui existe encore intégralement aujourd'hui. Oui. Et qui a été reprise aux surprises par un garage Citroën qui s'y est implanté. Bon, allons voir. Ah, ben voilà cette belle église. Ah, ben c'est de toute beauté. Daniel, nous sommes à la dernière étape de notre périple. Oui. Alors, on va se situer au début 1900. Oui, tout à fait. Léopold II apporte le boulevard Brandt-Whitlock. Le boulevard Brandt-Whitlock, c'est celui qui nous mène à Mézères, là où il y a la RTBF. Absolument. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il leur faudra d'abord quelques années avant d'en arriver à l'idée de le construire. Et puis tout s'emballe, puisque la construction, grosso modo, jusqu'à la place Mézères, se fait entre 1900 et 1906. Ce qui est assez caractéristique, c'est qu'on se rappellera que l'Art Nouveau naît en 1893-96. Et alors là, on va voir des caractéristiques sociologiques assez étonnantes, illustrées d'ailleurs par la rue dans laquelle nous marchons. Toute la bourgeoisie catholique et un peu réactionnaire de l'époque va utiliser un type de construction de type éclectique, néoclassique, néo-renaissance, néo-gothique, etc. D'autre part, les jeunes libéraux, et on est encore quelques années après la fondation de l'ULB, etc., eux vont se mettre résolument à embrayer le pas à l'Art Nouveau. Et on va donc avoir dans ces rues, vont se côtoyer
effectivement des maisons des deux tendances, C'est ça. de manière parfaitement mélangée, sans unité particulière. C'est assez amusant. Donc depuis 1950, on a plus ou moins le même nombre de C'est relativement population. stable à 5000 près. Alors, je voudrais dire aux personnes qui nous regardent, on a été tout à l'heure sur le boulevard de la Wolu. D'un côté, on a toute l'industrialisation, enfin des bureaux pas très jolis. Et de l'autre côté, alors, on a une promenade formidable au bord de l'eau. Ah oui, tout à fait. Et donc, moi, on terminerait bien en allant se Ouais. promener. Parce que cette avenue est très belle, mais allons nous promener au bord de l'eau aussi. C'est une excellente idée. Allez, viens, Daniel. Allez, on Et va là-bas merci ensemble. beaucoup pour toutes ces explications. Avec plaisir.